L'autisme chez les femmes. C'est un sujet à la fois complexe et mal compris. Jusqu'aux années 90, on pensait que les femmes ne pouvaient pas être sur le spectre ou que c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Les femmes autistes existent bel et bien, mais leurs traits se manifestent différemment de ceux des hommes, ce qui rend le diagnostic plus difficile. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc maintenant je vais simplement expliquer pourquoi l'autisme féminin a si longtemps été ignoré. Deux raisons principales l'expliquent. Premièrement, c'est la motivation sociale. Les études montrent que les femmes, y compris celles sur le spectre, ont souvent une motivation sociale plus élevée que les hommes. Et deuxième facteur, c'est le masculin. C'est la capacité de cacher ses particularités en s'adaptant aux attentes des autres et en se conformant aux normes sociales. Les femmes autistes maîtrisent souvent cet art de camouflage et utilisent le masculin comme stratégie principale pour faire face à leur environnement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler des manifestations spécifiques de l'autisme chez les femmes. Nous allons discuter 20 traits spécifiques. C'est une vidéo qui rassemble beaucoup d'informations. J'ai étudié des articles scientifiques, regardé des blogs anglophones et bien sûr ajouté mon propre vécu ainsi que celui de ma mère qui est également sur le spectre. Les traits autistiques commencent naturellement à se manifester dès le plus jeune âge, mais à cause des deux raisons citées, la motivation sociale élevée et le masculin, il est souvent difficile de les repérer, notamment chez les femmes autistes à haut fonctionnement sans déficience intellectuelle. Mais avant de commencer, quelques mots sur moi. Je m'appelle Yana. D'origine slave, je vis en France depuis plus de 2 ans et à 30 ans, j'ai été diagnostiquée autiste avec un TDAH accompagné de troubles de l'humeur, ce qui complique mon adaptation ici. Et mes deux passions, le CrossFit et la neurodivergence, m'aident à avancer. Depuis plus d'1 an, je partage mon expérience sur TikTok, YouTube et Telegram, principalement en russe bien sûr, et récemment, j'ai décidé d'essayer de créer des vidéos en français pour partager mes connaissances et peut-être trouver des personnes qui me comprennent. Soyez indulgents, s'il vous plaît, c'est un nouveau défi pour moi. Et en revenant à notre sujet, on va suivre un ordre chronologique. D'abord, on discutera des signes qui apparaissent à l'école, puis on verra comment ces difficultés évoluent à l'âge adulte. Spoiler, elles ont tendance à s'aggraver et souvent entraînent des troubles associés comme l'anxiété par exemple. Pour parler des signes qui se manifestent à l'école, je me suis appuyée sur les travaux de Tony Atwood, c'est mon crush, un psychiatre renommé qui a dédié toute sa carrière à l'étude de l'autisme chez les femmes. Il a identifié plus de 20 symptômes subtils, typiques des filles sur le spectre. Pour rendre tout ça plus clair, je les ai regroupés en plusieurs catégories. Allez, c'est parti pour les premières manifestations. Et la première catégorie, c'est l'interaction sociale. Ici, on parle évidemment des difficultés dans les interactions sociales. Quels symptômes retrouve-t-on? Tout d'abord, le premier trait, c'est une réaction un peu ralentie pendant les échanges sociaux. Pourquoi cela se produit? Contrairement à la plupart des gens, les personnes autistes doivent souvent s'appuyer sur leur intellect et non sur une intuition naturelle pour comprendre les règles sociales. Résultat, une fille autiste peut répondre un peu plus lentement aux questions, éviter de participer en classe ou refuser de parler devant un groupe. Souvent, elle se cache dans un groupe, restant en périphérie, sans vraiment s'intégrer. Ces difficultés la rendent peu à l'aise dans les grandes interactions de groupe et elle préfère généralement une ou deux amis proches à une appartenance marquée à une bande d'amis. Fait intéressant, les garçons sont parfois plus attirants en tant qu'amis car leurs dynamiques d'amitié sont souvent perçues comme plus simples et plus faciles à comprendre. Le deuxième trait, c'est la recherche d'un guide social. Une fille autiste s'appuie souvent sur une autre personne pour l'aider à défendre ses intérêts ou pour se connecter avec le monde extérieur.
En d'autres termes, elle trouve un guide social. Généralement, un ami proche, parfois l'unique ami, qui devient son pont vers la société. Ce guide joue un rôle essentiel. Il l'aide à gérer les interactions sociales, résoudre des problèmes ou même se faire entendre. Ce comportement est souvent visible dès l'enfance, notamment dans les familles avec plusieurs enfants. Une fille autiste, par exemple, peut constamment s'appuyer sur ses frères et sœurs pour parler à sa place, demander quelque chose, résoudre un conflit ou exprimer un besoin. Et quelques mots sur mon expérience personnelle. Là-dessus, je pourrais en dire long, parce que, comme le souligne Atwood, ces comportements commencent très tôt et ne disparaissent jamais vraiment. Avec le temps, ils deviennent une part intégrante de ta personnalité et se renforcent à l'âge adulte. On développe tout un arsenal de stratégies d'adaptation basées sur cette dépendance aux autres. Mais à quoi cela mène-t-il? Eh bien, souvent à des diagnostics erronés ou à des perceptions totalement fausses de ta personnalité. Les autres peuvent te voir comme une manipulatrice, une narcissique, une personne atteinte de troubles borderline. C'est un sujet énorme qui mériterait une vidéo à part entière, mais je vais en dire quelques mots ici. Oui, de l'extérieur, cela peut ressembler à de la manipulation, mais dans ton esprit, c'est tout autre chose. Je n'ai jamais eu l'intention de manipuler qui que ce soit. J'ai juste besoin d'aide. Mais comme beaucoup de personnes autistes, j'ai du mal à demander de l'aide directement, avec des mots. Je ne sais pas comment faire. Alors, naturellement, je m'appuie sur ce mécanisme d'adaptation développé depuis l'enfance. Et oui, je vais continuer à l'utiliser parce que franchement, je ne vois pas d'autre solution. Et troisième particularité, c'est trop timide, obéissante et modeste fille. Quand on ajoute ça à la première caractéristique, la lenteur dans la compréhension des signaux sociaux et en général à cette tendance autistique de traitement plus lent des informations, beaucoup de filles autistes ont l'impression d'être réservées, calmes, excessivement modestes. À cela s'ajoute une forte inclination pour la systématisation et le respect des règles. J'ai abordé ce trait dans un autre point, mais ici, il prend tout son sens dans le contexte de cette timidité. Ce besoin de suivre les règles, la tendance naturelle à la réserve et une certaine naïveté sociale sont souvent très présents. Ces qualités peuvent faire qu'une fille passe facilement inaperçue en classe, là où les enfants plus bruyants attirent davantage l'attention des enseignants. Les filles autistes hésitent souvent à demander de l'aide. Elles peuvent avoir peur d'attirer l'attention, préfèrent se débrouiller seules et visent la perfection, ne voulant pas qu'on les considère comme bêtes ou maladroites. Maintenant, parlons un peu de mon expérience encore une fois. Comme avec tout ce qui concerne le spectre autistique, chaque fille est différente. Les traits de caractère et la personnalité varient énormément et cela n'a rien à voir avec la présence ou non du diagnostic. Même, bien sûr, ces différences influencent la façon dont les symptômes se manifestent. Par exemple, cette timidité peut ne pas toujours être évidente. Une fille peut avoir un tempérament extraverti ou même un TDAH en comorbidité, ce qui est très fréquent avec l'autisme. Dans ce cas, cette timidité aura une expression particulière. Prenons mon cas. Tout ce que j'ai décrit plus haut, c'est moi, mais avec des nuances. Je suis extravertie, hyperactive et impulsive à cause de mon TDAH. J'avais toujours peur de parler ou d'attirer l'attention sur moi. Je restais dans mon coin sans rien comprendre. Mais en même temps, je ne pouvais pas me retenir. J'avais envie de dire quelque chose, de participer. Souvent, je sortais de remarques spontanées, parfois complètement à côté. Je suis aussi très bruyante, j'occupe beaucoup d'espace. Résultat, je disais souvent des choses hors sujet, pas au bon moment, et parfois de manière maladroite. Et ça ne faisait qu'aggraver les choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours garder en tête que chaque personne est différente. Si quelqu'un n'est pas timide, pas calme ou semble sociable, ça ne veut pas dire qu'il ou elle n'est pas sur le spectre autistique. Alors, quatrième caractéristique, c'est le mutisme situationnel.
C'est une perte temporaire et involontaire de la capacité à parler dans certaines situations, généralement en présence de nouvelles personnes ou face à des figures d'autorité. Autrement dit, tu perds littéralement la capacité physique de dire quelque chose. Tu veux parler, mais tu ne peux pas. Ce phénomène survient le plus souvent dans des contextes nouveaux et inconnus, et il est considéré comme une manifestation d'une anxiété très intense. Cinquième caractéristique, c'est galérer à garder des amis. Vous voyez, le problème, ce n'est pas tant de se faire des amis, c'est plutôt de réussir à les garder. C'est même assez frustrant parce qu'en général, les filles autistes ont vraiment envie d'avoir des amis. Elles en ont besoin. Mais bon, entre les difficultés sociales classiques de l'autisme et ce fameux QI social pas toujours autour, c'est vite compliqué. Et alors, si en plus vous rajoutez un peu d'extraversion ou un TDAH, ce qui arrive souvent, comme j'ai déjà dit, là, c'est carrément le chaos. Ça devient une espèce de grand paradoxe ambulant. La fille a l'air super sociable, elle parle tout le temps, elle rigole, elle semble s'intégrer facilement, mais en fait, c'est un mirage. Le vrai challenge, c'est pas de démarrer une amitié, c'est de la faire durer. C'est là que ça coince. Franchement, c'est un peu le drame de ma vie, ce truc. Je vois des gens qui n'ont pas ce besoin constant d'avoir des amis et je les envie tellement. Mon mari, par exemple, lui, c'est l'incarnation de l'introverti tranquille. Il sait super bien interagir avec les gens, mais il n'a pas besoin d'eux. Il est bien tout seul ou juste avec la famille. Moi, c'est tout à l'inverse. Depuis que je suis petite, j'ai une espèce de besoin viscéral de parler avec tout le monde et d'être entourée. Mais au final, j'ai 34 ans et je n'ai pas d'amis. Je peux rencontrer des gens sans problème, même lier d'amitié au début, mais ça ne tient jamais. Les gens finissent toujours par s'éloigner et on arrête de se parler. Résultat, sur des dizaines de personnes, aujourd'hui, il ne reste plus personne. Et sixième caractéristique, c'est l'incapacité de gérer les conflits. Là, je pense que c'est assez évident. Avec les difficultés sociales, c'est logique que comprendre comment résoudre un conflit ou même comment l'éviter, ça devient une vraie mission impossible pour nous. Depuis l'école, je fuis comme la peste toutes ces histoires entre filles. J'ai toujours souffert dans ces situations parce que je comprends sincèrement pas la nature de ces conflits et comment les gens sont censés se comporter. Mon problème, c'est que je suis toujours avec tout le monde. Je ne comprenais jamais pourquoi il fallait prendre le parti de quelqu'un. Et bah, apparemment, c'est pas comme ça que ça marche. Je comprends toujours pas pourquoi. Du coup, je finissais toujours par être la méchante dans l'histoire et tout le monde se mettait à me détester. Allons plus loin. Septième caractéristique, c'est la baisse de l'activité sociale avec le temps. C'est une caractéristique générale de neurodivergents. En fait, pendant des années, tu peux te développer comme si tu étais un enfant neurotypique. C'est juste parce que tu as assez de capacités innées et de mécanismes de copie développés pour passer pour quelqu'un de normal. Mais il arrive un moment où tout s'écroule, où tes capacités ne suffisent plus. Souvent, ça se passe autour de la puberté ou au début de l'adolescence, c'est-à-dire quand l'école se termine et que tu rentres dans la vie adulte. C'est là que les choses changent. Et naturellement, quand tu superposes tout ça avec un passé social pas très réussi, ses compétences à communiquer se dégradent et même si tu en as envie, tu commences à te renfermer et à moins échanger avec les autres. Voilà, c'est l'essentiel pour le blog sur la communication. Maintenant, parlons de l'intérêt spécial. Et caractéristique numéro 8, cet intérêt spécial. L'intérêt spécial, c'est un critère diagnostique du trouble du spectre de l'autisme. En gros, ça veut dire que la personne a un intérêt démesuré, excessif, intense et assez limité. Tout de suite, on imagine un garçon autiste obsédé par les logos, les dinosaures ou les trains. Mais encore une fois, les filles font les choses différemment.
Et il a été scientifiquement prouvé que chez les filles autistes, cet intérêt spécial prend souvent une forme beaucoup plus socialement acceptable. Par exemple, elle peut être passionnée par des choses qu'une fille de son âge aime habituellement. Des poupées, des dessins animés. Et à l'adolescence, cela peut devenir de la psychologie ou des groupes de musique populaire. Et un autre aspect frappant de cet intérêt spécial, c'est les collections. On considère que les femmes autistes sont plus inclinées à la collection que les hommes. Et en règle générale, ce qui est important à retenir sur l'intérêt spécial, c'est que ce n'est pas tant le contenu de l'intérêt qui est en cause, mais l'intensité. Autrement dit, même si l'intérêt est plus ordinaire ou socialement accepté chez les filles, il reste très intense, bien plus que chez les enfants neurotypiques. Et cela impacte toutes les sphères de leur vie, y compris les communications. Ça veut dire qu'à la fin, la principale chose dont la fille veut parler, c'est de son intérêt spécial. Et même quand elle joue avec d'autres enfants, ça ne sera que si cela a un rapport avec ce qu'elle aime. Bon, passons au prochain bloc, prochaine catégorie. On va parler de tout ce qui touche aux émotions et à la sensibilité sensorielle et de ce que ça implique concrètement. Alors, bien sûr, la sensibilité sensorielle. Ce n'est pas un trait unique fille, c'est un critère diagnostique général du TSA. Mais chez les filles, cette sensibilité est souvent plus marquée, surtout à cause de traditions culturelles et de stéréotypes de genre. Parce que les filles, elles se maquillent, elles se coiffent, elles s'habillent joliment. Mais si tu as une hypersensibilité sensorielle, ça va impacter tous ces trucs-là. Et oui, c'est un peu mon problème depuis que je suis toute petite. Me coiffer? Je hurlais dès que la brosse touchait mes cheveux. J'ai passé mon enfance à crier. Impossible de me faire coiffer. C'était trop douloureux. Et pour les vêtements, c'était toujours très limité. Ces blouses rentraient dans les pantalons, les jupes serrées, ou les collants. Chaque jour, des crises de colère, le maquillage aussi. J'avais envie, mais je ne pouvais pas. Alors, caractéristique numéro 10, c'est la dysrégulation émotionnelle avec des meltdowns et des shutdowns fréquents. Petit rappel rapide. Les meltdowns, c'est assez similaire à une crise de panique ou à une colère intense. C'est une explosion, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une crise hystérique ni de la manipulation. Le meltdown, c'est physiologique. Ça se déclenche en réponse à une surcharge du système nerveux. Quand ton système nerveux ne peut plus gérer tous les stimuli externes, tu exploses. Mais parfois, au lieu du meltdown, c'est un shutdown. Si le meltdown, c'est une explosion vers l'extérieur, le shutdown, c'est l'inverse. C'est un retrait total. Là aussi, c'est dû à la surcharge. Mais la personne s'enferme complètement en elle-même. Et chez les filles, il y a souvent cette particularité. Elles ont souvent deux visages, un pour la maison, un pour l'école. Et il y a différentes variantes. Par exemple, une fille peut être calme et gentille à la maison, mais à l'école, ce sont des meltdowns qui se produisent. Et parfois, c'est l'inverse. À l'école, elle fait bien les filles sages, mais les surcharges s'accumulent et chez elle, ça finit par exploser. Et la prochaine caractéristique, c'est le besoin de routine et l'inclination vers la structure et la systématisation. C'est aussi un critère diagnostique du TSA. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? Tout d'abord, le besoin de suivre des règles. Un petit côté perfectionniste, vous voyez? Ça inclut aussi un fort sens de la justice, parfois un peu excessif. Ensuite, une anxiété excessive et du stress en réponse à même les plus petits changements. Par exemple, imagine que l'emploi du temps change légèrement ou que le programme est décalé de 5 minutes. Même ce genre de petite modification peut provoquer un meltdown. Un autre aspect, le contraste dans la communication sociale selon le contexte. Par exemple, une fille peut bien s'en sortir dans un environnement structuré, comme pendant les cours, mais se retrouve complètement perdue quand il n'y a plus de structure, par exemple pendant les récréations ou la pause déjeuner. C'est encore un signe d'une dépendance extrême à la routine. Et voilà, ce sont les principaux symptômes liés à l'âge scolaire. Et maintenant, parlons de certains symptômes qui apparaissent chez les femmes en général à l'âge adulte.
Le premier, c'est le masquage du TSA sous d'autres diagnostics. Les diagnostics les plus fréquents sont le trouble de la personnalité borderline, le trouble anxieux généralisé et le trouble du stress post-traumatique complexe. Les statistiques montrent que les femmes sont bien plus souvent diagnostiquées avec un trouble borderline que les hommes. Mais souvent, ce cluster de symptômes nécessaires pour poser de diagnostic est incomplet et ne reflète pas complètement la réalité du trouble. Ces dernières années, de plus en plus de professionnels progressistes qui travaillent sur le neurodivergence chez les femmes ont commencé à dire ceci. Si une femme adulte a des soupçons de trouble borderline, il faut absolument l'évaluer aussi pour un possible autisme. C'est pareil pour le trouble de stress post-traumatique. Pour poser ce diagnostic, il faut avoir un ensemble de symptômes et pas juste une histoire de traumatisme dans l'enfance. Souvent, les symptômes du TSPTC masquent l'autisme. C'est parce que le TSPTC et l'autisme partagent beaucoup de symptômes similaires. Et n'oublions pas la comorbidité. Si quelqu'un a de l'autisme, et surtout si ce n'est pas diagnostiqué dès l'enfance, il y a de fortes chances qu'il développe aussi un TSPTC, un trouble anxieux généralisé, et bien souvent un trouble de la personnalité aussi. La 13e caractéristique, c'est le STIMI. C'est aussi un critère diagnostique de l'autisme. Et chez les femmes, cela peut être plus discret, souvent sous une forme cachée, ce qui peut conduire à des comportements de self-harm. Autrement dit, avec l'âge, tu apprends à cacher les comportements inappropriés et à essayer de faire quelque chose de plus socialement acceptable, ou à faire du STIMI de manière à ce que personne ne le voit. En réalité, tu te retrouves à te ronger les lèvres ou l'intérieur de la joue, c'est un self-harm léger. Ou alors, tu fais des gestes bizarres avec tes mains, mais tu les caches dans tes poches. La 14e caractéristique, c'est la sensibilité sensorielle qui s'aggrave et les tentatives de la dissimuler. On a déjà parlé de la sensibilité sensorielle au début de la vidéo. Bien sûr, c'est une caractéristique innée et avec l'âge, elle ne disparaît pas. Mais vivre avec elle devient de plus en plus difficile. Ça touche tout. Par exemple, tu vas chez des gens ou dans un restaurant et tu sais que la nourriture va être inconnue. Et là, c'est le stress total. Tu t'assois et tu cherches des excuses pour ne pas manger parce que c'est impoli de tout refuser. Mais au fond, tu ne manges rien. Je me souviens d'une époque où je passais des heures à retirer l'oignon de tous mes plats. Ou une histoire assez cringe. J'avais environ 20 ans, je suis allée chez un gars à la campagne. Je voulais tellement plaire à sa famille. Sa mère avait préparé un plat que je ne pouvais absolument pas supporter et moi, je me suis forcée à tout manger en souriant. Résultat, j'ai fini par vomir. Ou alors, tu vas à une fête et après 10 minutes, tu commences à te sentir mal, tu subis une surcharge sensorielle, il y a trop de bruit, l'air est saturé, de fumée, et tu n'arrives même pas à discuter correctement avec quelqu'un car tu ne comprends rien à ce qu'on te dit dans tout ce vacarme. Et bien sûr, il y a le problème de sommeil. Impossible de t'endormir sans silence total, et tu te réveilles à chaque petit bruit. Il te faut une position spécifique pour dormir et même la texture des draps doit être parfaite. Et la pensée de devoir porter une tenue imposée, comme pour un entretien par exemple, te stresse vraiment car 99% de la mode te déplaît. Si tu dois enfiler quelque chose d'inconfortable, au lieu de te concentrer sur ta performance, tu te retrouves en pensée à comment tu vas arracher ces vêtements dès que tu rentreras chez toi. Ça peut sembler être des détails, mais crois-moi, tu te retrouves face à ce genre de malaise chaque jour. Caractéristique 16e, c'est l'évaluation constante de la communication sociale. Avant, pendant, après. Oui, je sais, certains d'entre vous vont encore penser, c'est juste de l'anxiété, de la pure phobie sociale. Mais essayez de creuser un peu plus loin. Oui, comme symptôme isolé, cela peut effectivement ressembler à de la phobie sociale ou à un trouble anxieux généralisé. Mais quand vous le reliez aux dizaines d'autres symptômes que j'ai mentionnés, ça fait déjà un autre tableau. Et en plus, chaque problème a une cause profonde. Si tu as un trouble anxieux généralisé, la cause profonde se trouve dans une chaîne de distorsion cognitive en deux étapes. Première,
il va forcément se passer quelque chose de mauvais. Et deuxième, ce mauvais truc va entraîner une catastrophe, la mort. Tu ne vas pas y arriver et ce sera la fin. Par exemple, si ton mari rentre avec une heure de retard et ne t'appelle pas, c'est fini. Il a une maîtresse. Il va me quitter. Et s'il me quitte, je vais finir à la rue, mourir de faim et de froid. La phobie sociale aussi repose sur des distorsions cognitives. Je vais dire quelque chose de travers, tout le monde va penser que je suis mauvaise, bête, étrange. Et si tout le monde pense ça, ma vie est foutue. Bon, pour faire simple, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas toujours que des ruminations et des répétitions mentales à propos des interactions sociales passées. En cas d'autisme, parfois, tu vas revivre les situations dans ta tête, préparer des répliques, les répéter, juste parce que tu ne sais jamais comment bien dire les choses. Objectivement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment regarder, quelle intonation avoir, quelle expression de visage adopter. Et tu te retrouves à toujours donner trop ou pas assez de communication. Tu accumules un énorme bagage d'expériences négatives liées à tout ça. Voilà. Donc, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et ces réflexions constantes sur les communications sociales, cette analyse excessive, c'est une caractéristique très marquée chez les femmes autistes adultes. Point suivant, très intéressant, les problèmes liés aux rencontres et à la vie intime. Ici, il y a tout ensemble de difficultés. D'abord, les communications avec l'autre personne. Avec le masculin, il est très difficile pour une femme autiste de réellement s'ouvrir à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à la place? Elle s'adapte, elle copie. Et souvent, cela mène à des relations abusives. Statistiquement, les femmes autistes sont bien plus susceptibles de vivre de l'abus ou de la violence que la population générale. Il arrive aussi que le partenaire devienne un intérêt spécial et cela peut se transformer en obsession. La raison est simple, c'est une tentative de mieux le comprendre et de trouver un contact. Mais ce n'est pas tout. Naturellement, la sensibilité sensorielle a aussi un impact sur la vie intime, du simple baiser, au fait de se tenir la main, jusqu'à tout le reste. Caractéristique 18e. L'anxiété et la dépression chronique. Encore une fois, le problème ici est profond et lié au masculin. Vous pouvez gérer autant que vous voulez des situations de vie compliquées, mais en surface seulement. En réalité, votre vie reste bancale et elle finira toujours par s'effondrer. Par exemple, vous pouvez trouver un job qui vous convient et y exceller, mais il y aura un énorme fossé entre ce que vous montrez au monde et la réalité chez vous. Tous vos efforts vont au travail et à la maison, tout est en désordre. Vos affaires peuvent rester en pile pendant des semaines. Mais le monde ne saura jamais combien ça vous coûte, combien il vous est difficile de gérer les tâches de base. Caractéristique 19e. L'intensité excessive des émotions. Cela se manifeste partout. Depuis l'enfance, chaque chose provoque une réaction trop intense chez vous. Vous êtes toujours trop anxieuse, trop introspective. Vous réagissez de manière trop vive. On vous dit souvent, relax, prends ça à la légère. Mais vous ne pouvez tout simplement pas. C'est comme si votre cerveau était câblé différemment. Et ce symptôme est aussi souvent pris pour un trouble borderline. Et la caractéristique finale, le besoin énorme de routine et d'actions répétitives. Encore une fois, tout cela commence de l'enfance. Vous avez besoin de faire les choses de la même manière chaque jour. Votre routine du matin est minutieusement définie et si quelque chose change soudainement, la journée s'effondre. Vous restez là, choqué, incapable de faire quoi que ce soit. Les personnes autistes recherchent la sécurité et le contrôle dans cette répétition parce que cela nous aide à prévoir ce qui va se passer ensuite, cela nous protège de surcharge sensorielle, de difficultés de communication et de chaos général de ce monde. Voilà, c'est un peu long, mais j'ai du mal à être concise. Je trouve qu'il est important de donner des détails, d'explorer les causes profondes. Pour moi, c'est ce qui permet de voir la situation dans son ensemble et d'essayer de mieux la comprendre. Merci pour votre attention. J'espère que ce contenu aidera certains d'entre vous à mieux se comprendre. À tout à l'heure.